Cette vidéo a été préparée spécialement pour un public où certaines images pourraient les choquer, surtout qu'elle va servir de support pour une présentation dans les maisons de retraite. Celle-ci permettra à ce public de voir que nous n'oublions pas les sacrifices effectués par des hommes qui ont donné leur vie pour que nous soyons libres, et que nous continuons un travail de mémoire, afin de la garder pour les générations à venir. Diffusion effectuée par Patrimoine et Mémoire Côte-Picarde, format en plage. 2 coups de feu retentissent à Sarajevo le 28 juin 1914, tuant l'archiduc François-Ferdinand et son épouse Sophie. L'archiduchesse est touchée à l'estomac. Elle est déjà morte quand son mari, blessé à la nuque, lui crie « Ma chère Sophie, ne meurs pas, vis pour nos enfants ». Il meurt 15 minutes plus tard. L'assassin est un jeune étudiant serbe, Gavrilo Princip. Il n'a que 19 ans ce jour d'été fatidique. Princip était l'un des 6 jeunes membres appartenant au groupe d'action serbe l'Unité ou la mort, plus connu sous le nom La Main Noire. Il avait été désigné pour mener cette action périlleuse. La Main Noire faisait partie d'un mouvement slave plus large dont l'objectif était la création d'une grande Serbie libérée du joug de l'Empire austro-hongrois. Le jeune activiste échappe à la peine capitale en raison de son âge, mais il meurt de la tuberculose en 1918 à seulement 23 ans. Les événements de Sarajevo ont déclenché la Première Guerre mondiale. Mais l'orage grondait depuis très longtemps. Depuis la Révolution française, 125 ans plus tôt. La sauvagerie de Madame Guillotine est devenue l'étrange symbole d'une démocratie qui se répand sur une grande partie de l'Europe et se propage ensuite avec les guerres napoléoniennes.
Le journal de Lucien Labie, médecin de bataillon dans les tranchées, est un témoignage unique. Lucien Labie a 22 ans quand éclate la Grande Guerre. Il est alors élève à l'école du service de santé militaire. Il vit à Lignières dans la Somme. Avec ses mots et ses dessins, il nous entraîne au cœur de la guerre. Mardi 28 juillet 1914. On parle beaucoup de la guerre. On rappelle les pères missionnaires. Tambour, cloche, chic. Moi, je suis content de partir. Mercredi 5 août. Sommes affectés à la 56e division d'infanterie de réserve. Groupe de brancardiers divisionnaires. C'est un poste d'honneur. Nous irons ramasser les blessés sur le champ de bataille. Nous partons jeudi matin pour Verdun même. J'écris une lettre pour père et mère que je garde dans mon portefeuille et qui leur parviendra seulement si je me fais bousiller. Cantonné à Saint-Maurice. Il y a une bibliothèque. Je continue ma lecture des Misérables. J'en suis justement à l'épisode de Waterloo et le canon ne cesse de tourner depuis ce matin. Cela fait un drôle d'effet. Les hommes sont gais. On a chanté tout le long du chemin. Ils ont confectionné un drapeau. L'après-midi, nous montons sur le plateau. Nous voyons la frontière à 20 km et le territoire annexé. Nous voyons nos soldats dans la plaine, face à l'ennemi. Par temps clair, on devrait voir la cathédrale de Metz. La brume gêne. Marche toute la journée. On va jusqu'à 12 km de Mars-la-Tour. Nous croisons un convoi de blessés du 42e colonial. On leur serre la main avec enthousiasme. Ils sont un peu pessimistes. Ils se sont battus, croient-ils, 1 contre 10. Et on recule. De pauvres gens nous racontent les atrocités commises chez eux. Un vieux auquel je cause a été attaché sous un canon pendant le tir.
Il recevait des coups de sabre chaque fois qu'il se plaignait. Une vieille a eu son mari tué dans ses bras. Dès la sortie du village, nous sommes sur le champ de bataille. Spectacle horrible dont je me souviendrai toute ma vie. Les malheureux soldats blessés et morts gisent sur le sol. Un petit sous-lieutenant français est figé dans l'attitude de la course, le bras tendu, brandissant une épée. Il est sur le côté, comme un soldat de plomb tombé. Nous parcourons les champs dans tous les sens et ramassons. Un officier allemand est intransportable, la moitié du cervelet hors du crâne. Je lui fais un abri avec sa toile de tente pour le mettre à l'ombre, et je continue. Un Allemand m'offre son porte-monnaie pour que je le tue. Il est atrocement mutilé, embouilli. Je le prends dans ma voiture. Dimanche 6 septembre. Réveil à 7 heures. Mon ami Garobi, de l'école du service de santé, a été tué à l'ennemi. Aujourd'hui, je reçois le baptême du feu. À 10 heures, on m'envoie seul avec un tringleau, un cheval et une voiture chercher des blessés à la ferme Saint-Gobert. Arrivé à 300 mètres à peine de la ferme, entre elle et nous éclatent subitement 4 obus. Hésitation. Mais les obus nous obligent à tourner bride. Pour un début, ce n'est pas brillant. Départ pour Marcilly, complètement dévasté par les bombardements. Lettre de Poilu, 1914-1915. De novembre 1914. Mes hommes trouvent 1000 petits moyens ingénieux pour se distraire. Actuellement, la fabrication de bagues en aluminium fait fureur, ils les taillent dans des fusées d'obus, les Boches fournissant ainsi la matière première, à l'œil. Certains sont devenus très habiles, et je porte moi-même une jolie bague parfaitement ciselée et gravée par un légionnaire. Marcel Planquette. 1915. Je ne sais pas si je pourrais dormir dans un lit à présent, on est habitué à coucher par terre, ou sur la paille quand on peut en trouver. Il y a bien 2 mois que je ne me suis pas déshabillée, et j'ai enlevé mes souliers cette nuit pour dormir. Il y avait au moins 15 jours que je ne les avais pas quittés. Je vais te donner quelques détails comment nous avons passé la nuit dans la tranchée. Celle que nous avons occupée a une longueur de 100 mètres à peu près, construite à la lisière d'un petit bois, elle est profonde d'1 mètre, la terre rejetée en avant, ce qui fait que l'on peut passer debout sans être vu. La largeur est généralement de 15 cm et l'on fait de place en place des endroits un peu plus larges de façon à pouvoir se croiser quand on se rencontre. Dans le fond de la tranchée et sous le terrain, on creuse de petites caves où un homme peut tenir couché, c'est pour se garantir des éclats d'obus. Adolphe Vogel. 4 décembre 1914. Ma bien chère Lucie, quand cette lettre te parviendra, je serai mort fusillé. Voici pourquoi. Le 27 novembre, vers 5 heures du soir, après un violent bombardement de 2 heures, dans une tranchée de première ligne, alors que nous finissions la soupe, des Allemands se sont amenés dans la tranchée, m'ont fait prisonnier avec 2 autres camarades. J'ai profité d'un moment de bousculade, pour m'échapper des mains des Allemands. J'ai suivi mes camarades, et ensuite, j'ai été accusé d'abandon de poste en présence de l'ennemi. Nous sommes passés 24 hier soir au Conseil de guerre. 6 ont été condamnés à mort dont moi. Je ne suis pas plus coupable que les autres, mais il faut un exemple. Mon portefeuille te parviendra avec ce qu'il y a dedans. Je meurs innocent du crime d'abandon de poste qui m'est reproché. Si au lieu de m'échapper des Allemands, j'étais resté prisonnier, j'aurais encore la vie sauve. C'est la fatalité. Ma dernière pensée, à toi, jusqu'au bout. Henri Floch.
écrit ce soir comme chaque année, j'ai mis mes souliers dans la cheminée. Pourtant tu seras surpris, cher Noël, en lisant ma lettre au fond de ton ciel. Car je ne veux pas de livres d'images, ni de grands pantins, ni de gros tambours. C'est beau les joujoux, et je suis bien sage, mais je n'en veux pas, mon cœur est si lourd. Pour jouer, j'ai bien trop de peine, chaque jour je pleure tout bas, car depuis plus d'une semaine, petit père est parti là-bas. Maman est triste et par la peine, pourquoi donc moi je ne sais pas. Tu peux tout, dis-lui qu'il revienne, petit Noël, rends-moi mon papa. Petit père un soir était en colère, maman lui parlait d'un ton de prière. Il n'écoutait rien, puis il est parti. Pour le retenir, j'étais trop petit.